Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à vous chers amis autour de la belle table de 28 minutes. Bonsoir Jean-Mathieu. Tout va bien ? Très bien. Eh ben c'est formidable, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'été. Et l'actualité du jour, c'est Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics, mais éligible à la présidentielle. La Cour d'appel l'a confirmé cet après-midi. On écoute les réactions des avocats de Marine Le Pen et du Parlement européen à la sortie du tribunal. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important. Ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Une affaire qui a secoué le monde judiciaire comme le monde politique. Alors qui en sort gagnant, la justice ou le Rassemblement national? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ont planté leur tente dans le carré VIP du camping 28 minutes, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors au programme ce soir, Marjorie. On va parler d'un business juteux, celui de l'angoisse. L'été, certains ont peur de laisser leur maison inoccupée. Et ça, ça fait le bonheur des sociétés de télésurveillance. On imagine. Et vous, Théophile? Scandale en plein mondial de foot. Donald Trump a confirmé avoir téléphoné au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour faire annuler un carton rouge reçu par un joueur américain. Ça fait ruer dans les brancards. L'occasion de se demander la relation entre Donald Trump et Gianni Infantino. Comment ça marche? En effet, il y a de quoi dire. On vous retrouve en fin d'émission. Mais avant ça, partons pour la Syrie, où Emmanuel Macron vient de passer 2 jours. Une première pour un chef d'État occidental depuis la chute de Bachar el-Assad. Un pays toujours en proie à l'insécurité, comme l'a montré ce matin cette explosion survenue à quelques mètres de l'hôtel où résidait le chef de l'État. Une visite pour retisser des liens diplomatiques et économiques dans une région où la France cherche à retrouver du poids. On en discute avec Ariad Ghanem, docteur en relations internationales à Sciences Po. C'est le programme de 28 minutes et ça commence tout de suite. Bonsoir Ariad Ghanem. Bonsoir. Vous êtes directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Sciences Po. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir. Alors, Ariad Ghanem, on va parler bien sûr d'Emmanuel Macron, sa visite en Syrie. Il est arrivé hier soir, le président de la République, et c'est vrai qu'il a un peu enchaîné les images, on va dire, un peu clichés, on va dire, de la Syrie, dîner dans la vieille ville, mosquée des Omeyyades, et en même temps, ce matin, un attentat qui a frappé vraiment le cœur de Damas à quelques mètres de l'hôtel du président de la République, faisant 16 blessés, 4 policiers. On a l'impression qu'il y a un vrai contraste en fait en Syrie. Est-ce qu'il existe véritablement ce contraste? Bien sûr, il existe et c'est le quotidien des Syriennes et des Syriens. On n'apprend pas aujourd'hui, ce matin, que la menace terroriste existe toujours en Syrie. Il y avait eu un attentat la semaine passée qui avait déjà fait une dizaine de morts dans Damas. L'été 2025, il y avait eu un attentat contre une église. Il y a eu différentes manifestations de cette menace qui demeure. Et en même temps, c'est vrai que la vie reprend pour la majorité des Syriennes, des Syriens, la vie économique, la vie sociale, notamment au cœur de Damas, qui est une ville tout à fait dynamique aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron effectivement a pu visiter. Alors on va parler de tout ça dans un instant, Ariad Ghanem, mais on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler justement de ce sujet. Et c'est Mathilde Blayot qui nous l'explique. Ariad Ghanem, vous êtes docteur en relations internationales, spécialiste des recompositions politiques et régionales dues au conflit syrien. Pour nous permettre de comprendre les enjeux de cette visite présidentielle en Syrie, vous avez le profil idéal. Cela faisait 17 ans qu'un président français n'avait pas mis les pieds en Syrie. Nicolas Sarkozy y était en 2008 et 2009 avec l'ambition de réinstaller la Syrie de Bachar el-Assad dans le jeu de la communauté internationale. Mais les relations sont rompues avec la répression de la révolution syrienne en 2011 et le début de la guerre civile. Aujourd'hui, les motivations de la France restent les mêmes. Conforter le nouveau régime syrien et retrouver un allié dans la région. En mai 2025, la France était déjà le premier pays occidental à recevoir le président syrien intérimaire, Ahmed al-Shara. Une visite qui avait fait débat alors que c'est un ancien combattant d'Al-Qaïda, devenu leader du groupe djihadiste qui a fait tomber le régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. Les craintes étaient fortes sur sa capacité à protéger tous les Syriens alors que les massacres contre des Alaouites avaient eu lieu quelques mois plus tôt. Vous étiez vous-même assez critique. Il y a des zones en Syrie aujourd'hui, des villages notamment, où les enlèvements, les exécutions arbitraires se poursuivent. Mais Emmanuel Macron assume la nécessité de discuter avec ce nouveau chef d'État. Le rôle de la France, c'est de défendre ses intérêts. Nous avons en Syrie des intérêts. Notre sécurité, les combattants étrangers. Notre sécurité, lutter contre Daesh.
la sécurité et la stabilité de votre pays, de la région. Et notamment aussi des intérêts économiques. Emmanuel Macron est en Syrie avec plusieurs chefs d'entreprise du CAC 40, des domaines de la défense, de l'énergie et de l'hôtellerie. La Banque mondiale estime à 216 milliards de dollars le budget nécessaire pour reconstruire le pays, ravagé par 15 ans de guerre et 50 ans de dictature. En se posant comme le premier chef d'État occidental à aller en Syrie, Emmanuel Macron confirme sa volonté de repositionner la France au Moyen-Orient. Mais le pari de la Syrie reste risqué alors que le travail de réconciliation nationale est toujours à faire et que les menaces sécuritaires restent élevées. Jeudi dernier, un attentat a fait 10 morts dans le centre de Damas et ce matin, 2 explosions ont encore eu lieu dans la capitale. Alors, Ariad Yanem, quand on voit ce président syrien, donc Ahmad al-Shara, et cette personnalité très ambiguë, aujourd'hui, la visite d'Emmanuel Macron, est-ce que on peut dire que c'est un pas de plus vers la normalisation ? Tout à fait, c'est un pas de plus, vous le dites, et ça a été rappelé dans le reportage. C'est pas le premier. Il y avait eu la visite d'Ahmad al-Shara à Paris le 7 mai 2025, qui avait déjà fait beaucoup parler en Syrie comme en France. Il y avait eu les rencontres entre Ahmad al-Shara et Donald Trump, et cette amitié qu'on a vue à la Maison-Blanche. Exactement, à la Maison-Blanche. On a vu naître cette amitié entre les deux hommes. Trump remobilisait Ahmad al-Shara il y a quelques semaines sur le sujet du Hezbollah, à propos duquel il disait si Benjamin Netanyahou n'est pas capable de le traiter, je confie le dossier à Ahmad al-Shara. Donc il est aujourd'hui considéré comme fiable. Il a réussi à faire asseoir cette stature, lui qui a effectivement un passé trouble, puisqu'il avait été le leader de Jabhat al-Nusra, le Front Nusra, qui était affilié à Al-Qaïda dans la guerre civile syrienne, mais il aurait montré quand même des gages de fiabilité et en vue d'être un partenaire pour les Occidentaux. En vue d'une transition démocratique, en tout cas que lui appelle de ses voeux. Et pourtant, hier, la première séance du nouveau Parlement post-Bachar al-Assad a été reportée sine die. On ne sait pas quand est-ce que ce Parlement pourra se rassembler. Où en est-on concrètement dans cette transition démocratique, ou est-ce qu'on peut parler plutôt d'une forme autocratique ? Alors vous employez le mot de transition démocratique. Personnellement, je ne l'ai pas trop entendu de la bouche d'Ahmad al-Shara. Pour moi, c'est une impasse de cette transition, d'ailleurs. Il y a une transition, c'est sûr. Un régime autoritaire particulièrement barbare est tombé le 8 décembre 2024 avec la fuite de Bachar al-Assad. Mais qu'est-ce qui vient en lieu et place de ce régime ? On a encore beaucoup de doutes. La déclaration constitutionnelle de mars 2025, qui a redessiné un peu les institutions syriennes, elle donne à Ahmad al-Shara la possibilité de nommer un tiers de ce Parlement, le Conseil du peuple que vous citez, et les 2 autres tiers sont nommés par un comité électoral qui lui répond, qu'il nomme aussi. Ah oui, d'accord. On est face à une absence de séparation des pouvoirs. La vérité, c'est qu'on a du mal à voir, encore une fois, quelle forme institutionnelle peut en découdre. Alors, l'un des buts de ce voyage était donc de retisser ces liens. Alors, bien sûr, il y avait des liens diplomatiques, mais économiques. D'ailleurs, al-Shara a dit qu'il voulait faire de la France son premier partenaire. Emmanuel Macron est venu, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, avec une délégation aussi de chefs d'entreprise. La Banque mondiale chiffre la reconstruction de la Syrie à 216 milliards. Pourquoi cet argent, finalement, il est si important ? Est-ce que c'est seulement pour reconstruire ou pour que cette transition dont on parle là, depuis tout à l'heure, pour qu'elle tienne aussi ? Bien sûr, c'est l'un des très gros dossiers de la transition, c'est cette reconstruction. Vous disiez plus de 200 milliards chiffrés par la Banque mondiale, plus de la moitié juste pour reconstruire en fait ce qui a été détruit et ensuite pour essayer de remettre les infrastructures en service exactement dans cette situation, que ce soit les routes, les infrastructures électriques qui ont été sévèrement touchées. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un vrai sujet à ce propos et ça va influencer. Emmanuel Macron était accompagné d'une délégation économique. Aujourd'hui, il y a d'énormes risques à investir en Syrie et c'est des investissements colossaux qu'il faudrait effectivement pour reconstruire. Alors on va voir pourquoi justement il y a des risques d'investir. On va voir ça avec vous, Fanny. On a compris que le business était au cœur de cette visite, mais derrière cela, il reste en Syrie des sujets sensibles à traiter. Oui, effectivement, en particulier celui de la sécurité des cellules de l'organisation État islamique persiste en Syrie. L'ONU parle de 3000 combattants, sans compter les femmes et les enfants radicalisés qui sont en ce moment dans les prisons syriennes, dont quelques dizaines de Français. Ahmed al-Shara dit d'ailleurs faire de la lutte contre Daesh sa priorité, sans réussir néanmoins à empêcher toutes les attaques. À cela s'ajoutent des affrontements avec les minorités kurdes au nord-est, druzes au sud, qui souhaitent conserver leur autonomie, qui se méfient du pouvoir central syrien, et les alaouites, communauté
communauté dont est issue la famille de Bachar al-Assad. Enfin, tension aussi à la frontière avec la frontière libano-syrienne. Israël a installé des troupes, je cite, pour une durée indéterminée et frappe le Hezbollah. Donald Trump, vous le mentionniez tout à l'heure, appelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à laisser la Syrie, je le cite, s'en occuper. Quant à Emmanuel Macron, il exhorte Al-Shara à tenir sa frontière avec le Liban. Ariad Ghanem, est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire de la Syrie un vrai partenaire en faisant, entre guillemets, fi de tout ce contexte sécuritaire ? C'est en tout cas l'objectif dans un contexte de tensions, de relations assez froides entre la France et Israël, dans un contexte où la France essaye de peser dans les gros dossiers du Moyen-Orient, notamment la guerre en Iran. Donc il y a la volonté, c'est clair, c'est affiché, de renouer avec la Syrie, qui a déjà joué ce rôle dans le passé. Dans les années 90, la relation entre Hafez el-Assad, le père de Bachar al-Assad, et Jacques Chirac, c'était déjà cette forme de... Manon Nourtanous, ma collègue, parle d'un levier. La Syrie était un levier pour la France. Donc on sent qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron veut redonner ce rôle-là à la Syrie, qui est une porte vers le Liban. Et donc il y a ce sujet de soutenir la souveraineté libanaise, ça a été la position partagée entre les deux présidents pendant leur conférence de presse. Il y a le sujet Israël-Palestine, bien sûr. Et voilà, moi je vois vraiment poindre cette volonté de renouer et de pouvoir miser sur ce partenaire. Voilà, une volonté, mais est-ce que ça peut marcher ? Parce que c'est vrai qu'on a vu la France, qui n'existait pas dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, écartée aussi du Liban, Israël qui ne veut plus entendre parler de la France. Est-ce que ça peut marcher véritablement de, aujourd'hui, jouer cette carte syrienne ? C'est une vraie question. En tout cas, on voit s'exprimer en Syrie une position de la France que je trouve intéressante parce que je vois une volonté de faire un partenariat. Emmanuel Macron emploie le mot d'intérêt. On a des intérêts en Syrie, donc il faut faire des choses. Donc ça peut se distancier un peu avec les positions un peu plus fondées sur des valeurs qu'avait pu avoir sous la France de François Hollande, par exemple, où on rompait avec Bachar al-Assad parce qu'il y avait des exactions et des abus contre des civils. Loin de moi l'intention de comparer, bien sûr, Bachar al-Assad et le nouveau président syrien, mais c'est intéressant d'entendre un président français dire on est là, en sachant très bien à qui on a affaire, mais on a des intérêts ici. Donc il y a cette position de pragmatisme qui essaie d'être tenue. Il y a des victoires qui ont pu être obtenues dans les mois précédents. Je pense notamment au dossier des Kurdes, où la France avait fait l'entremise entre les forces démocratiques syriennes kurdes et le pouvoir de Damas. Et ils avaient ensuite, la diplomatie française a été un peu pris de court par le lâchage des Kurdes par les Américains, qui a donné lieu à ce qu'on a vu en janvier-février. Mais la France a quand même réussi à revenir dans le jeu pour obtenir cet accord fin janvier, qui garantit un certain nombre de droits aux Kurdes. Voilà, Emmanuel Macron qui partira en tout cas ce soir au sommet de l'OTAN, donc étant en Turquie où le président syrien devrait rencontrer Donald Trump, qui devrait également s'y rendre. Merci beaucoup Ariad Ghanem d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Allez, passons à notre débat. La date était entourée en rouge dans l'agenda de la justice française. Le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. FN a rendu son verdict. L'ex-président du Rassemblement national écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. 1 an ferme sous surveillance électronique. Elle peut donc être candidate à la présidentielle, mais avec un bracelet électronique. La fin d'une longue séquence dans les prétoires qui aura mis la justice à rude épreuve, puisque certains évoquent son instrumentalisation afin d'empêcher la favorite dans les sondages de participer à la course à l'Élysée. Alors cet épisode sera-t-il ou non profitable au bon fonctionnement judiciaire de notre pays ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. La Cour d'appel a tranché. Marine Le Pen est bien condamnée pour détournement de fonds publics, mais elle pourra théoriquement concourir à l'élection présidentielle de l'an prochain si elle le souhaite. À l'annonce du verdict, et c'est la surprise du jour, avocats de Marine Le Pen comme du Parlement européen semblent assez satisfaits. Ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la 2e fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, et notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important. La justice condamne Marine Le Pen pour avoir déguisé des salariés du RN en assistants parlementaires européens. 3,2 millions d'euros en tout détournés à des fins de politique intérieure. Une affaire qui a plongé le mouvement politique dans une de ses plus grandes crises internes. Ébranlé, le parti d'extrême droite a pourtant tenté de retourner cette affaire à son avantage, de déplacer le débat sur un autre terrain.
J'appelle mes concitoyens, je les appelle à s'indigner. Il y a une volonté de la part du pouvoir, de la part de certains juges, à ce qu'une candidate qui est donnée vainqueur de l'élection présidentielle ne puisse pas concourir à cette même élection présidentielle. Une défense mise à mal par des affaires qui s'accumulent. Le Parlement européen soupçonne aussi le groupe auquel appartenait le RN d'avoir privilégié 2 agences de communication dirigées par des proches de Marine Le Pen entre 2019 et 2024. L'association de lutte contre la corruption, Anticor, soupçonne également le président du RN, Jordan Bardella, d'avoir lui aussi occupé un emploi fictif au Parlement européen en 2015. Alors, à moins d'1 an de la présidentielle, ces affaires sont-elles un frein ou un moteur pour le RN ? Placé en tête des sondages, le parti d'extrême droite a-t-il su les retourner à son avantage en s'en prenant à la justice ? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Hervé Léman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et ancien juge d'instruction. Vous avez publié Le procès du Pont-Moretti. C'était aux éditions du CERF, c'était en 2025. Et selon vous, ceux qui cherchaient à faire tomber Marine Le Pen obtiennent le résultat inverse. Le RN sort renforcé, dites-vous. Les électeurs ont le sentiment d'un acharnement judiciaire. À vos côtés, Patrick Spinozzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Votre dernier livre, c'est Menaces sur l'état de droit, c'est aux éditions Alary. Et selon vous, si la justice est fortement critiquée, elle n'en sort pas diminuée. Pour autant, l'opinion publique cherche un bouc émissaire, dites-vous, au dysfonctionnement du politique, et les juges sont une cible. Et puis Marine Turki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart. Vous avez révélé avec Ludovic Lamant l'affaire des assistants parlementaires du FN en 2013-2014. Votre livre, Marine est au courant de tout, est publié aux éditions Flammarion. C'était en 2017. Et selon vous, le débat ne devrait pas se porter sur l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais sur la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le RN, en 2027, pourra compter sur sa base électorale, mais aura du mal à convaincre au-delà de ses rangs. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la condamnation du jour. Oui, la Cour d'appel confirme que Marine Le Pen est coupable dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle est condamnée à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il lui reste donc 1 an ferme qui doit être effectué sous bracelet électronique. Et puis, la Cour réduit l'inéligibilité qui passe donc de 5 ans en première instance à 45 mois, dont 30 mois avec sursis, ce qui nous fait donc 15 mois effectifs, en cours depuis le 31 mars 2025, il y a tout juste 15 mois. Hervé Léman, est-ce que juridiquement, elle peut donc se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Oui, tout à fait, puisque la Cour d'appel a décidé de réduire l'éligibilité à ce qui a déjà été fait, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle peut se présenter à l'élection présidentielle. Je crois que c'est un arrêt qui est finement ciselé. Les juges ont, j'allais dire, tourné cette fois la langue dans leur bouche, mais c'est leur plume qu'ils ont tourné avant d'arriver à cette solution. Et je crois qu'ils ont voulu très clairement dire, premièrement, que Marine Le Pen est coupable. Deuxièmement, que ce qu'elle a fait mérite une sanction réelle, sérieuse. Et troisièmement, que ce n'est pas leur rôle, et je pense que c'est ça le fond de la question, que ce n'est pas leur rôle, à eux, juges, de dire qui peut se présenter à l'élection présidentielle et qui ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Alors, Patrice Spinozzi, justement, ce fameux bracelet électronique, rappelons-le, donc 1 an ferme avec bracelet électronique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que quand on est candidat à la présidentielle, est-ce que c'est une entrave insurmontable ou ça peut être une contrainte, finalement, qu'un candidat, éventuellement, pourrait contourner ? Alors, il faut savoir 2 choses. D'abord, effectivement, aujourd'hui, la condamnation est de 1 an de bracelet électronique. Il existe la possibilité de demander le relèvement au bout de 6 mois. Donc, il est assez probable que cette condamnation de 1 an de bracelet se transforme en réalité à une condamnation de 6 mois de bracelet. 6 mois de bracelet, ça nous amène à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et donc, l'entrave, elle est en réalité limitée sur la fin de la campagne. C'est une première chose. Après, le bracelet, une fois qu'il est posé, il y a des conditions pour celui qui le porte qui sont à négocier avec le juge d'application des peines. Donc, on peut se souvenir, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il avait un bracelet, avait la possibilité, une liberté de déplacement entre telle heure et telle heure. Donc, évidemment, il peut y avoir
une entrave, mais tout cela est à négocier selon ce qui a été décidé avec le juge d'application des peines, et il n'y a pas une impossibilité de sortir de chez soi. Avoir un bracelet électronique permet de travailler et d'avoir une activité. Vous n'êtes pas bloqué chez vous toute la journée. C'est ça. Alors, Marine Turki, on a bien compris donc la condamnation tombée aujourd'hui, mais qu'on reprenne pourquoi Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée. De quoi est-elle coupable ? Oui, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que très vite on va sur l'application de la peine sans même comprendre pourquoi. Le cœur du dossier, c'est quoi ? C'est des millions d'euros d'argent public. L'argent européen, c'est de l'argent public, c'est notre argent, le vôtre, le mien. C'est ce qui permet de financer des hôpitaux, des écoles, etc. Donc là, on a un préjudice qui est descendu à 2,8 millions d'euros parce qu'ils ont pris en compte uniquement les contrats des personnes qui étaient renvoyées dans ce procès-là, pas les contrats potentiellement litigieux dans leur ensemble. Donc ça veut dire des millions d'euros d'argent public détournés par un parti, et au total, il y avait 27 prévenus en première instance, et puis certains ont fait appel, on est descendu à 11. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marine Le Pen a été considérée comme l'instigatrice d'un système de détournement de fonds publics, et que cette personne souhaite se présenter à l'élection présidentielle. Mais ça pose quand même question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est candidat ou candidate à l'élection présidentielle, on peut le faire quand on est condamné pour des faits si graves ? La Cour, dans sa décision, reconnaît la gravité des faits. Donc ça raconte quand même quelque chose si aujourd'hui ce n'est même plus questionné. Et je rappelle quand même que le bracelet, c'est de la prison. C'est de la prison à domicile, sûr, oui. Mais c'est de la prison, et c'est important de le dire pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas rien le bracelet électronique. C'est pas une promenade, on peut pas faire ce qu'on veut. Et que donc on soit à discuter si elle peut aller en meeting avec un bracelet électronique à la cheville, ça paraît lunaire au regard des millions d'argent public détournés. Ce même parti qui nous explique que la justice est trop laxiste avec les délinquants. Aujourd'hui, on a un parti qui a pu finalement aller dans les médias, et c'est tout le propre de la délinquance en col blanc, c'est d'avoir accès aux médias et de se plaindre quand même de la décision judiciaire qui avait été rendue en première instance, et de pendant 1 an faire pression quelque part sur les magistrats et les magistrates et pouvoir dire c'est pas normal. Et avec l'appui de certains dans la classe politique, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Gérald Darmanin, c'est ça que raconte cette affaire, je trouve. Bien sûr. Et à Liévin, le week-end dernier, Marine Le Pen se montrait tout sourire au banquet du Rassemblement national, sereine et combative, convaincue de la supériorité de son parti sur la justice. Écoutez. Voilà un petit message à destination de ceux qui pensent qu'il suffit de nous mettre des obstacles devant nous pour nous décourager. Nous ne nous découragerons jamais. Nous lutterons toujours. Nous irons jusqu'au bout. Et nous irons, mes amis, jusqu'à la victoire avec vous. Alors, lors de cet événement, Jordan Bardella était présent à ses côtés, affichant la continuité du parti. Hervé Léman, est-ce que le message que le Rassemblement national veut faire passer, c'est qu'il est plus solide que la justice ? Alors moi, je ne sais pas quel est le message du Rassemblement national, puisque je n'en suis pas ni de près ni de loin. Je crois que les Français ne sont pas forcément convaincus que l'affaire est aussi grave que ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une vision de l'affaire qui est de dire c'est des millions de détournements, on a l'impression qu'on a tapé dans la caisse. La situation, non, on n'a pas tapé dans la caisse. La situation est dans les fonds publics. La situation est un petit peu differente. Ça, c'est factuel. Non, c'est pas factuel. La situation est un petit peu différente. Il y a eu un jugement. C'est tout de même aujourd'hui. Oui, mais l'exemplarité même. Le jugement ne dit pas que Marine Le Pen a tapé dans la caisse. Ah non, qu'il y a eu un système mis en place. Il y a eu un dispositif de détournement de fonds publics. Non, et qu'elle en est l'instigatrice. Le mot exact, c'est sous son impulsion déterminante. Soyez gentil de ne pas m'interrompre. Allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas ce que cette affaire n'est pas une affaire de détournement de fonds qu'on aurait pris pour aller se balader ou faire des dépenses personnelles. C'est une affaire qui concerne le fait que des assistants parlementaires ont été utilisés non pas pour le travail d'assistant parlementaire, mais le travail pour le parti. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est légal, mais venir dire c'est des détournements de fonds publics, on a détourné des millions, ça ne correspond pas forcément à la réalité du dossier. Et on verra ce que les Français pensent. Ce que dit la Cour d'appel, et moi je trouve que c'est une décision qui est très importante par rapport à cela. Parce que la Cour d'appel, en fait, elle a remis l'église au milieu du village. Elle a dit, moi, mon rôle, c'est de dire, il y a une infraction ou pas, et elle dit, oui, il y a une infraction. Je prononce une sanction, c'est son rôle. Mais par contre, mon rôle, c'est pas l'élection présidentielle. Et la question de savoir si ce que Marine Le Pen a fait, et dont elle a été reconnue coupable, la disqualifie pour être président de la République, ce sont les électeurs qui vont le dire. C'est ça la démocratie.
Et ce qui aurait été choquant, ce qui était gênant avec le jugement de première instance, c'est que c'est les juges qui disaient « Moi, juge, j'estime que tu ne dois pas te présenter à l'élection. » Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'à la base, on part d'une affaire judiciaire qui a ensuite dérivé sur un problème politique. Mais à la base, il y a une affaire judiciaire. Moi, j'ai une vision juridique de cette question. Il y a une différence d'appréciation entre des juges de première instance et des juges d'appel sur la nature de la sanction. Voilà. Ça arrive tous les jours. Voilà. Donc, pour vivre dans la justice, il faut arrêter de croire que la justice, elle est univoque. La justice, selon les magistrats, il y a des appréhensions qui sont différentes des mêmes faits et il y a des sanctions qui sont différentes des mêmes faits. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de faire un appel. Bon, donc, les juges de première instance ont considéré que Marine Le Pen était coupable, ils l'ont sanctionnée et ils ont pensé qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans était la bonne peine. Elle a fait appel, elle en a le droit. Les juges d'appel ont considéré qu'elle était coupable, ils ont considéré qu'une sanction d'inéligibilité de 15 mois était la bonne peine. C'est leur choix. C'est-à-dire que si on défend à un moment, c'est-à-dire que tout le monde cherche à essayer de politiser la justice. La justice, elle rend ses décisions en fonction de sa propre boussole. Et elle n'a pas un agenda politique, contrairement d'ailleurs à ce que prétend Mme Le Pen dans ses déclarations. Et voilà. Donc, il faut. Et le problème, c'est que c'est fascinant parce que, alors même que cette décision de la Cour d'appel rend une décision qui permet à Mme Le Pen de se présenter, on est en train encore d'instrumentaliser la justice en expliquant en fait. C'est parce que les juges ont voulu qu'elle se présente qu'ils ont décidé d'eux. Les juges, ils ont rendu une décision et ils l'ont condamnée. Plus sévèrement en première instance, moins sévèrement en appel. Les juges, ils font leur chemin et ils n'ont pas d'agenda politique. Alors justement, on va voir que c'est quand même resté une affaire politique, puisqu'elle a secoué le monde politique, cette affaire. On connaissait le terme gouvernement des juges, on a découvert les juges tyrans. Et oui, comme l'a expliqué Jean-Philippe Tanguy, député RN à l'Assemblée nationale, c'était le 1er avril 2025. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Aucun député du Rassemblement national ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors aujourd'hui, Marine Turki, le ton est nettement plus calme. Le récit finalement d'un procès politique, des juges rouges aux ordres, la manifestation qui avait été convoquée aux Invalides à Paris, on s'en rappelle, tout ça n'a pas fonctionné. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ce qu'on vient de voir, et qui a duré quand même un an, ça fait un an que les responsables politiques du RN vont sur les plateaux pour dire combien ce serait une atteinte à la démocratie, laissant penser presque que leur parti ne pourrait pas être candidat finalement, que c'est leur candidate quand même. Je pense que ce lobbying, ces menaces, ces attaques, elles ont fonctionné. Je pense qu'elles ont fonctionné puisqu'aujourd'hui dans la décision, on a quand même une ligne qui est importante, une ligne du communiqué notamment de la Cour d'appel de Paris aujourd'hui qui dit qu'on doit laisser la liberté à l'électeur de choisir. Mais l'électeur, il avait son parti, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il pouvait voter RN. Donc c'est très étrange cette phrase qui, à mon avis, va faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir, de laisser s'immiscer cette liberté de choix, parce qu'en fait, le juge, il doit faire quoi ? Les juges doivent appliquer la loi, qui a d'ailleurs été votée, rappelons-le, par les parlementaires. Donc c'est l'application quand même de lois qui sont issues de la souveraineté populaire. Donc est-ce que cette phrase, elle est la bienvenue dans une décision ? Moi je pense que ce lobbying, ces attaques, elles ont finalement fonctionné. Et encore une fois, ce que demandait le RN, c'est une exception. Ils ne veulent pas être traités comme le citoyen ou la citoyenne lambda. Je précise que tous les jours, les Français et les Françaises sont frappés d'interdiction d'exercer. C'est l'équivalent de l'interdiction de l'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc tous les jours, vous êtes un comptable qui a piqué dans la caisse, vous êtes un patron voyou, vous êtes que sais-je. Donc, on a l'impression que le RN demandait une exception. Et donc, aujourd'hui, cette phrase, moi, elle m'interpelle beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une démission là-dessus de la justice sur cet élément-là précis ? Et puis, un petit fossé entre la gravité des accusations que souligne la Cour d'appel dans sa décision et puis les peines qui sont nettement en deçà de celles en première instance. C'est une différence d'appréciation, effectivement. Mais pour quelqu'un comme Louis Alliot, maire de Perpignan, qui est condamné, c'est indolore, uniquement du sursis sur la peine et sur l'inéligibilité.
Patrice Spinozzi, le RN parlait de gouvernement des juges. On a entendu Marine Le Pen parler de déni de démocratie, dire que la justice pouvait décider à la place des citoyens français. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces mots, de ce positionnement ? On vient de l'entendre. Vous avez vu le discours qui a été tenu. C'est un discours d'instrumentalisation politique de l'autorité judiciaire, très clairement. Et c'est un discours très classique dans la mécanique populiste. Vous le trouvez aujourd'hui en France dans le cadre du Rassemblement national. Vous en trouvez des expressions aussi, d'ailleurs, dans le cadre de la pensée de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il subit une perquisition et explique que la République, c'est lui. D'ailleurs, il considère que c'est anormal qu'un juge puisse entraver un politique. Donc, il y a une même logique. Et c'est évidemment ce que vous retrouvez de l'autre côté de l'Atlantique, chez Donald Trump ou... Bolsonaro, par exemple, qu'on a vu aussi même au chose. Brésil. C'est-à-dire que la logique du populiste, c'est quoi ? La logique du populiste, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est élu, considère qu'il est l'incarnation de la souveraineté populaire. Et qu'à partir de ce moment-là, aucun obstacle ne peut aller à l'encontre de son action. Donc le populiste, un juge qui va lui rappeler le droit, il considère qu'il n'est pas légitime. Bien sûr. Alors, Marine Tanquet, vous disiez que ça va peut-être infuser éventuellement sur les juges, mais on va le voir que ça n'a pas forcément infusé sur les Français. On va regarder tout de suite un baromètre Odoxa. Regardez finalement ce que ça indiquait. C'était près de 6 Français sur 10 jugent Marine Le Pen traitée comme n'importe quel justiciable. Est-ce que ça voudrait dire, Hervé Léman, que cette stratégie de la victime, elle a atteint ses limites ? Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui critiquaient le jugement de première instance étaient accusés de populisme, et ceux qui critiquent maintenant l'arrêt de la Cour d'appel, ils sont semble-t-il, des grands démocrates. C'est assez amusant que, selon qu'on est d'accord avec la décision de justice, on a le droit de la critiquer ou pas. La vérité, c'est que dans une société démocratique, on a le droit de critiquer les décisions de justice. Donc on avait le droit de ne pas être d'accord avec le jugement du tribunal qui avait prononcé une inéligibilité avec exécution provisoire, de même que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec l'arrêt de la Cour d'appel qui a décidé de ne pas interférer dans le jugement d'élection présidentielle. Pour moi, la question fondamentale, c'est bien celle-là. Hein. On est sur une question d'équilibre des pouvoirs. On parle de gouvernement des juges, mais là, on n'est pas sur une question de gouvernement des juges, mais on est sur une question de pouvoir des juges par rapport au pouvoir politique. Ça revient souvent, ce gouvernement des juges. On le connaît dans l'histoire politique française, c'est revenu très, très régulièrement. Oui. Le gouvernement des juges, c'est plus la question des juges qui interviennent pour modifier les lois, pour annuler les lois, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il y a quand même une différence, là-dessus, entre critiquer une décision ou l'analyser, la décrypter, et ce qu'on vient d'entendre là de Jean-Philippe Tanguy, avec des mots très véhéments, avec l'idée d'une justice qui serait politique. Et je précise qu'au sein de l'extrême droite et plus largement, beaucoup s'en sont emparés. Il y a eu des menaces à l'encontre des magistrats et magistrates, de gens qui potentiellement sont des soutiens du RN. Il y a eu un homme qui a été condamné pour avoir menacé de mort quand même la présidente du tribunal. C'est pas sans conséquence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand on est magistrat et magistrate de juger ce type d'affaires avec la peur des menaces de mort. Vous avez l'air de sous-entendre que la Cour d'appel aurait rendu une décision moins sévère, plus clémente, parce qu'elle aurait eu peur. Moi, j'ai une plus haute estime des magistrats que ça. Alors, je ne pense pas une seule seconde que les magistrats de la Cour d'appel ont modifié la décision parce qu'ils avaient peur. On va parler de ça, justement, Hervé Léman. Dans un instant, on va prendre la parole, on va voir ça avec vous, Fanny. Ces dernières semaines, justement, la justice qui a été clairement sous le feu des critiques. Oui, les dernières attaques en date, après l'affaire du meurtre de Liana, lors, par exemple, de manifestations en soutien à la jeune fille, on voyait ce genre de pancarte, justice complice, justice je t'accuse, justice réveille-toi. Des critiques venues aussi du gouvernement lui-même, y compris le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui avait dénoncé, je le cite, des dysfonctionnements accablants et des défaillances graves. Il avait pris des sanctions. Le premier magistrat de France, Christophe Soulard, président de la Cour de cassation, avait mis en garde contre une mécanique, ce sont ces mots, du bouc émissaire. Ces derniers jours, sur évidemment un tout autre sujet, ce sont donc les cadres du Rassemblement national qui eux aussi ont visé la justice. Ils accusent les juges, je les cite, de décider qui va être le candidat du premier parti de France, du premier groupe à l'Assemblée nationale. Ils dénoncent un acharnement, un calendrier judiciaire, d'autant que le parti est également inquiété dans une autre affaire, un soupçon de détournement de fonds par l'ancien groupe parlementaire auquel appartenait le Rassemblement national, ancien groupe parlementaire européen, Identité et démocratie. Dans ce contexte, la justice est donc restée très discrète sur l'identité des juges avant la décision d'aujourd'hui pour éviter pression
ou menace. Rappelons, vous l'avez fait à l'instant, qu'après la condamnation de Marine Le Pen en première instance, la présidente du tribunal, Bénédicte de Pertuis, avait été menacée de mort. Elle avait été placée sous protection avec 2 de ses assesseurs. Patrice Spinozzi, quand on fait face à autant de critiques, avec autant de véhémence, qu'on doit rendre une décision en tant que juge, quel poids finalement on peut avoir? Quel poids peut avoir notre décision? La décision, elle continue à avoir un poids considérable. Ça éprouve en fait et le courage et l'impartialité des magistrats. Moi, je ne suis pas là pour défendre les juges, hein, mais il faut bien se rendre compte que la logique de bouc émissaire, elle est très claire. C'est-à-dire que, et comme par hasard, elle vient des hommes politiques. C'est-à-dire que les hommes politiques qui constatent qu'il y a une défaillance de leur capacité d'action, au lieu d'en tirer les conséquences propres, expliquent qu'en fait, ça n'est pas leur faute et qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils souhaitaient faire parce que les juges les ont empêchés. Donc, et les juges, comme ils sont tenus de toute façon à une obligation de réserve, ils ne peuvent pas se défendre. Donc, on tombe sur les juges aujourd'hui qui sont pointés du doigt comme étant les responsables d'une forme d'inertie du politique, ce qui est totalement erroné. Ce qu'il faut voir, c'est que demain, en tout cas, si des partis populistes arrivent au pouvoir, ou s'il y a une systématisation de la pensée populiste en France, on va avancer vers un mode de rapport entre le politique et la justice qui existe, encore une fois, hein, qui est vraiment, enfin, c'est pas la peine d'aller le chercher bien loin. Aux États-Unis, on le vit au quotidien, et c'est une tension extrême à l'égard de la justice. Rendre une décision de justice va être de plus en plus difficile. Quand vous êtes juge aujourd'hui, objectivement, votre travail n'est pas facile. Oui. Vous êtes extrêmement mal payé. Non, mais je peux juste dire un mot. Non, mais une réalité. Hein. Oui, vous êtes extrêmement mal payé. 2, vous n'avez aucun moyen. On a moitié moins de juges en France qu'en Allemagne. Et 3, auparavant, vous aviez un peu de considération sociale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. On vous accuse, au contraire, d'être le poids mort de la démocratie. Un dernier mot, peut-être, Marine Turki. Qui sort fragilisé de cette affaire? Plutôt le RN ou plutôt la justice? Ce qui est sûr, c'est que le RN, il y aura des conséquences quand même financières. Et au-delà de ces conséquences financières, il y aura peut-être un accès plus difficile à des prêts bancaires dans le cadre des campagnes. Le RN répète depuis des années, vous le savez, qu'il a du mal à obtenir des prêts bancaires et que selon lui, c'est pour des raisons politiques. Nous, on a révélé 2 rapports d'inspection ministérielle qui montrent que non, c'est pas pour des raisons politiques. C'est pour des raisons, oui, sur Mediapart, pour des raisons tout simplement en raison de leur passif, notamment judiciaire. Et cette affaire ne va pas aider, je pense. Ça fera partie peut-être des conséquences. Et puis l'autre, c'est évidemment un enjeu quand même d'image. Un élu, un candidat se doit quand même d'afficher une certaine exemplarité en matière notamment de probité. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui est condamnée, qui portera sans doute visiblement un bracelet électronique, et on verra ce que décidera le juge d'application des peines sur son aménagement, est-ce que cette personne peut être candidate à l'élection présidentielle et donc la fonction suprême? Ça sera le 17 juillet, hein, en tout cas, ça sera fixé. En tout cas, merci à vous 3 d'être venus ce soir débattre sur le plateau de 28 minutes. Allez, dans un instant, avec Marjorie Adelson et Théophile Cossa, nous verrons comment, pour certains, l'été rime avec sécurité et comment le business de la télésurveillance prospère en France, mais loin, très loin de nos voisins. Il faudrait peut-être mettre une alarme pour y penser, d'ailleurs. Avant de partir aux États-Unis pour comprendre comment marche la bromance entre Donald Trump et le président de la FIFA. Mais avant ça, allons nous régaler de culture G grâce à Victor Dequiver, ou comment ne pas rater sa soirée dînatoire grâce à un beau sujet de conversation. Ce soir, vous dînerez moins bête. Le lac du Bourget a-t-il inventé le romantisme? Le lac du Bourget a-t-il inventé le romantisme? La question vous paraît étrange, et pourtant. 10 octobre 1816, une violente tempête éclate sur le lac du Bourget. Un jeune homme de 26 ans sauve une inconnue de la noyade. Il s'appelle Alphonse de Lamartine, elle s'appelle Julie Charles. Le poète soigne sa dépression dans une pension au bord du lac. Julie y soigne sa tuberculose. Lui est mélancolique, elle est condamnée. Mais quand il la sauve des flots, c'est le coup de foudre. Il écrit « J'ai sauvé avant-hier une jeune femme qui se noyait, elle remplit aujourd'hui mes jours. » Leur amour se déploie le long du lac, surtout à la grotte de Bourdeau, au pied du mont du Chat. Le jeune couple y passe les premières heures de son idylle. En toute discrétion, car Julie a 6 ans de plus et elle est mariée à Jacques Charles, un physicien célèbre de 38 ans son aîné. Un mois plus tard, les 2 amants doivent repartir, Lamartine a sa vie, Julie a son mariage. L'été suivant, Lamartine revient pour la revoir, mais Julie est trop malade, alors il erre, seul, il reprend leur sentier, il retourne à leur grotte. Le 29 août 1817, il commence à écrire un poème. Il s'adresse au lac. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le 18 décembre 1817, Julie meurt à Paris à 33 ans, la tuberculose l'emporte. Lamartine magnifie ce drame dans Méditations poétiques, publié en 1820.
Le succès est immense et son poème, Le Lac, devient l'un des plus célèbres de la langue française. Ce recueil marque la naissance du romantisme en France et comme le dira un critique, Lamartine n'est devenue Lamartine qu'après sa rencontre avec Julie. Dans ses écrits, il ne l'appelle jamais Julie, il lui donne un nom, Elvire. Aujourd'hui, la grotte de Bourdeau est un lieu de pèlerinage pour les amoureux, car c'est ça aussi le romantisme, se fondre dans la grandeur de la nature. Moralité, le lac du Bourget n'a pas inventé le romantisme, mais il lui a donné son premier chef-d'œuvre français. Voilà, vous dînerez moins bête. Et voilà, on dînera vraiment moins bête. Merci beaucoup en tout cas, Victor de Quiver. Allez, il est temps de retrouver un peu les derniers romantiques, on va dire ça comme ça. Marjorie Adelson, Théophile Cosset, on va commencer avec vous, Marjorie. On va parler business ce soir, notamment d'un business qui a le vent en poupe, celui des caméras de sécurité et des alarmes. Oui, surtout avec l'été et les départs en vacances. Près d'un Français sur deux ne part pas complètement serein à l'idée de laisser sa maison inoccupée durant l'été. Une crainte qui fait le bonheur des sociétés de télésurveillance, comme le souligne dans une enquête le journal Le Monde. En France, 8% des ménages sont équipés de vidéosurveillance. C'est rien par rapport aux États-Unis ou aux pays nordiques qui sont 2 à 3 fois plus équipés que nous. Or, l'été, c'est une période stratégique pour ces entreprises. Certaines, elles font même jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, ces dernières années, le nombre de cambriolages est resté stable. Alors pourquoi cet engouement ? Et à cause d'une sorte de sentiment global d'insécurité sur lequel les sociétés de télésurveillance surfent joyeusement, le tout couplé à des techniques de vente assez offensives. Exemple, lorsqu'une maison a été cambriolée, il est très fréquent que dès le lendemain, des commerciaux viennent proposer leurs services en matière de sécurité. Là où c'est malin, c'est qu'il existe des systèmes adaptés pour tous les budgets. La petite caméra qu'on achète seule pour une vingtaine d'euros, jusqu'à des solutions plus sophistiquées auxquelles s'ajoute par exemple un forfait mensuel allant d'une dizaine d'euros jusqu'à plusieurs centaines. Alors devant ce marché juteux, même les opérateurs de téléphonie s'y sont mis. Aujourd'hui, en plus de votre abonnement Internet ou téléphone, vous pouvez par exemple rajouter une option caméra. Pas la peine donc d'être un crack en technologie. Là, c'est la technologie qui vient à vous. Et pour les entreprises, c'est une valeur sûre. Les clients gardent leur système 11 ans en moyenne. C'est ce qu'on appelle être fidèle. Alors maintenant, la question qu'on devrait tous se poser, mais où vont ces fameuses images ? Alors normalement, nulle part. Sauf que ces derniers temps, plusieurs caméras ont été piratées. On a vu ça notamment dans les médias, on en a pas mal parlé. Un comble parce que la protection devient alors une menace parfois géante. C'est le cas en Corée du Sud où plus de 120 000 caméras avaient déjà été piratées l'année dernière. Objectif, alimenter un site voyeuriste, une affaire qui a relancé la question de la sécurité des objets connectés. Alors au final, comment se protéger ? Comment éviter que des inconnus vous voient par exemple prendre votre douche ? Eh bien de son côté, l'Europe a décidé de réagir. Dès décembre 2027, tous les équipements d'alarme et de télésurveillance seront soumis au Cyber Resilience Act. C'est un règlement qui impose des procédures d'évaluation strictes et des exigences en matière de sécurité. A priori, vous devriez donc pouvoir, Jean-Mathieu, vous prélasser sur votre canapé sans crainte d'être observé. Voilà, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour regarder 28 minutes, évidemment. Forcément. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, Théophile, avec vous, on file aux États-Unis avec ce scandale en plein milieu de la Coupe du Monde, du Mondial. Donald Trump a confirmé avoir demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, d'annuler un carton rouge reçu par un joueur de l'équipe américaine. Dites-nous justement cette relation entre Trump et Infantino, comment ça marche ? Ouais, une histoire qui passe mal. Mercredi dernier, lors du match États-Unis-Bosnie, l'attaquant américain Falorin Balogun fait une grosse faute. Carton rouge, exclusion du terrain. Sauf que lorsqu'on prend un rouge, on est aussi suspendu pour le match d'après. Coup dur pour les États-Unis qui doivent affronter en 8e la Belgique sans leur meilleur buteur. Trump, pas content du tout. Pour lui, il n'y a pas faute. Alors il prend son téléphone et il appelle son vieux pote Gianni Infantino. Résultat, la FIFA annonce dimanche que la sanction est suspendue. Balogun a joué hier soir contre la Belgique, ce qui n'a pas empêché les États-Unis d'être éliminés. En effet, voilà. Et une affaire qui montre quand même une nouvelle fois les liens très étroits entre Trump et Infantino. Oui. Les deux hommes affichent depuis 2018 une véritable bromance, une amitié entre hommes. Vous savez, comme on dit, nous les jeunes, pour faire cool. L'idylle commence après l'attribution de la Coupe du Monde 2026, pour laquelle Trump n'a pas hésité à faire pression. 2 mois plus tard, Gianni Infantino est reçu à la Maison-Blanche
Coup de foudre, les deux hommes vont multiplier les rencontres, notamment depuis le retour de Trump au pouvoir. Infantino est présent au premier rang à sa cérémonie d'investiture. Il rit aux éclats quand Trump dit qu'il veut renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Ça se complimente, ça s'offre des petits cadeaux, dont tiens, un carton rouge. La FIFA ouvre un bureau dans la Trump Tower à New York en juillet 2025. Et puis en décembre, le climax. Infantino remet à Trump le tout premier prix de la paix de la FIFA. Alors qu'est-ce que c'est que ce prix ? Mystère. 50 députés européens viennent d'ailleurs de demander à la FIFA d'enquêter sur son attribution. Peut-être une idée d'Infantino pour consoler son ami Trump de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix dont il rêve tant. Et Théophile, dites-nous tout. Est-ce que c'est sérieux cette bromance Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais pour les mauvaises langues certainement jalouses, il s'agit surtout d'une alliance d'opportunistes. Trump veut développer le foot aux États-Unis parce que ça rapporte des milliers. Le mondial, c'est des milliards de dollars de retombées économiques. C'est du soft power. Ça permet aussi d'avoir les projecteurs sur lui. D'ailleurs, la Coupe du Monde féminine de foot se passera aussi aux États-Unis en 2031. Quant à Infantino, lui aussi, il a tout intérêt à ce que le foot s'implante aux États-Unis, parce que c'est bon pour le business de la FIFA. Et il pense peut-être aussi, à sa réélection à la tête de la fédération en 2027. Pour ça, le soutien de son poteau Trump pourrait bien lui servir, ce ne sera pas de trop. En attendant, les deux copains remettront ensemble, main dans la main, le trophée au vainqueur le 19 juillet prochain. On a hâte en tout cas de voir cette image, Voilà, ces deux amis enfin réunis. Merci beaucoup Théophile, merci à vous mes amis. Dans un instant sur Arte, il sera l'heure de retrouver Émilie Aubry pour le dessous des cartes. Nous on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de 28 minutes. À quelle heure ? 20h05 bien sûr, allez tchuss.